comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. Et lorsqu'on parle aux Indiens et qu'on leur demande comment est-ce que vous savez ce que vous savez sur les plantes, ils disent ce sont les plantes elles-mêmes qui nous ont appris. Et c'est en prenant du tabac ou de l'ayahuasca ou d'autres plantes qui font voir qu'on parle avec les esprits de la nature qui sont présents dans toutes les formes de vie et qui nous donnent l'information concernant les plantes. Alors, au début, je pensais que c'était carrément une plaisanterie, parce que ce que ces gens disaient était que ils avaient appris les propriétés moléculaires des plantes en hallucinant. Mais force était de constater que différentes personnes me disaient la même chose à différents moments. Ils étaient tous d'accord. Et c'était factuel. Tu bois de l'ayahuasca, c'est la télévision de la forêt. Tu peux voir des images et apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend ce que l'on sait sur les plantes. Et si tu veux, frère Jérémie, on peut te faire en boire. Et comme ça, tu pourras voir. Il faut le boire pour le voir. Alors, j'ai fini par boire. Et à partir de là, j'ai eu l'expérience de découvrir un monde avec des immenses serpents fluorescents de 15 mètres de long qui étaient 100 fois plus colorés que tout ce que j'avais vu dans ma vie et qui commençaient à m'expliquer des choses profondément vraies sur moi-même. La première chose était qu'il me mettait devant les limites de mon regard sur le monde. Je présupposais, en tant que matérialiste rationaliste, que ce que mes yeux me montraient sous l'emprise de l'ayahuasca n'existait pas. Donc, ça ne faisait pas 10 minutes que j'étais dans l'expérience que j'ai pu comprendre que mon propre regard sur le monde était d'une arrogance sans fond. Et ainsi de suite. Donc, l'expérience de l'ayahuasca était certainement subjective et non recevable par une anthropologie objective, qui était celle que je cherchais à pratiquer. D'ailleurs, toute cette idée contredisait ce que je voulais démontrer avec ma recherche. Je voulais montrer que les Indiens utilisaient leurs ressources rationnellement. Or, eux me disaient qu'au centre de leur savoir sur la nature, il y avait un cœur irrationnel qui était ce monde des visions chamaniques. Il m'a fallu 8 ans pour prendre ce mystère à bras-le-corps et l'investiguer. Et finalement, c'était une démarche de réductionniste. Une seule question. Qu'est-ce que ça veut dire quand ces peuples, dont le savoir botanique est largement reconnu par la science, qui habitent dans le milieu biologique le plus diversifié, affirment que leur savoir à propos des plantes provient de leur vision hallucinatoire, induite par certaines plantes? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le passage crucial était d'abord que j'ai écouté ce que les chamans amazoniens disaient, les mots qu'ils utilisaient. Ils disaient, il y a des essences ou des mers ou des esprits qui sont communs à toutes les formes de vie. Et c'est en étant en contact avec ces entités que l'on peut apprendre sur les propriétés de toutes les autres espèces et communiquer avec elles. Bon, alors, je les ai pris au mot, et en regardant de plus près la façon qu'ils avaient de représenter ces esprits ou ces essences, j'ai commencé à voir des doubles hélices dans leurs dessins. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment un élément clé. Personnellement, je ne savais pas grand-chose de l'ADN à ce moment-là. C'est par le biais des essences chamaniques que j'ai commencé à m'intéresser à la molécule. Et en regardant les notions des chamans, par exemple, lorsqu'on prend les chamans Yaminawa, aussi en Amazonie péruvienne, ils disent que ils associent aux esprits qu'ils aperçoivent sous l'effet de l'ayahuasca
a un langage double et entrelacé. Et ils disent que c'est précisément ce langage-là qu'il faut parler lorsqu'on s'adresse aux esprits. Mais lorsque l'on regarde une molécule d'ADN, on est en présence très exactement d'un langage double et entrelacé. C'est un texte qui a une version analogue de lui-même, qui s'entrelace autour de lui-même. C'est une seule molécule qui est double. Et ce qui fait de l'ADN un support informationnel capable d'autoduplication. Donc on a vraiment des correspondances centrales entre les deux domaines une fois qu'on s'est familiarisé avec les deux côtés. Donc c'était aussi à force de tester pour voir jusqu'où on pouvait prendre des notions chamaniques et les appliquer à la biologie moléculaire, et ensuite vice-versa, que ça m'a conforté dans l'idée que d'établir cette connexion n'était pas simplement une imagination farfelue. Il semble que un être humain qui hallucine dans un contexte indigène amazonien, et possiblement dans d'autres contextes, perçoit des images qui ne correspondent pas seulement à sa propre biologie, mais aussi à la vie autour. Et donc possiblement, lorsqu'on regarde cette molécule d'ADN qu'on ne fait que commencer à comprendre et qu'on perçoit qu'elle émet également des photons, des ondes électromagnétiques, on peut considérer la possibilité qu'il y a un échange d'informations au niveau de nos cellules, au niveau de notre ADN, entre les espèces. Et donc l'idée chamanique qui est que dans les visions, on entre en contact avec les esprits ou les essences qui sont communes à toutes les formes de vie. C'est cette communalité qui permet une communication entre les espèces et donc un véhiculage d'informations. C'est comme ça que les chamans apprennent sur les propriétés des plantes. Alors, voilà, une piste d'investigation est ouverte. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas même une théorie, c'est plusieurs hypothèses. Et je crois que ce que l'on peut surtout constater, c'est à quel point ce phénomène n'a pas encore été étudié. Lorsqu'on considère que le chamanisme est la façon la plus ancienne de guérir au monde, et on considère ensuite qu'il n'a jamais été jaugé scientifiquement, l'efficacité thérapeutique n'a jamais été jaugée scientifiquement à ma connaissance, on se rend compte que tout est à faire. Et ce serait vraiment bien si des shérifs de la science rationaliste se présentaient et se mettaient au service pour faire une étude à grande échelle de l'efficacité de certains chamans en Amazonie péruvienne. Ce serait vraiment une expérience intéressante. Mais on en est encore loin pour des raisons compliquées, mais qui incluent le racisme épistémologique, le pouvoir des institutions, l'intérêt individuel des carrières, les risques que les gens prennent, et ainsi de suite. Mais le sens de la vie avec tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi j'ai 42 ans et j'espère vivre peut-être 30 ans de plus. Donc le temps court. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être vivant en sachant ce que l'on sait, en sachant ce que les biologistes moléculaires racontent et ce que les chamans racontent et les autres? Le monde ne me paraît pas être celui qu'on m'a appris qu'il était à l'école. Il se passe quelque chose. Même un simple brin d'herbe est un être qui a un élan, et lorsque on regarde au microscope, on dirait une horloge fabuleusement complexe qui grouille de décisions bien prises et donc d'intelligence. Mais comment est-ce que ça marche? Ça, il y a besoin de beaucoup plus d'investigation. On est vraiment à l'école maternelle finalement. Mais c'est une chose réjouissante. On a un parcours à explorer devant nous. C'est aussi merveilleux. Il y a beaucoup de mystères et c'est merveilleux qu'il y ait beaucoup de mystères.
On aimerait vérifier et je crois qu'il y a des choses qui ne pourront peut-être pas l'être. Euh, et simplement, par exemple, la question de base, comment est-ce que le cerveau génère la conscience? Il est possible que avec nos cerveaux, nous ne puissions pas vérifier le fonctionnement de nos cerveaux conscience parce que ils n'ont pas été développés pour ça. Euh, alors peut-être qu'il nous manquera les outils jusqu'à ce que notre cerveau grandisse encore un peu. Euh, mais par ailleurs, vive la science et vive le savoir vérifiable et démocratique. Mais par rapport au chamanisme, je disais que tout reste à faire. Et simplement commencer par jauger l'efficacité du phénomène comme on le ferait avec n'importe quelle autre technique de guérison, semblerait vraiment le ABC d'un début de vérification de cette chose. Il faut prendre en ligne de compte que ça fait en tout cas 500 ans que les Occidentaux rencontrent des chamans lors de leur conquête et qu'ils ont de la peine à les cerner. Le regard des premiers prêtres au XVIe siècle et ensuite des aventuriers et premiers scientifiques, premiers rationalistes du siècle des Lumières, de tous ces gens, mais jusqu'au XXe siècle, ils ont diabolisé les chamans, ils les ont traités d'imposteurs, ils ne les ont pas compris. Oui, c'est une façon, c'est comme l'huile et le vinaigre, c'est une façon de connaître qui est antinomique à la nôtre. On aimerait vérifier les choses objectivement, le chamanisme sera toujours résolument subjectif. Mais bon, peut-être qu'en combinant l'huile et le vinaigre dans les bonnes proportions et en agitant bien, on pourra faire une vinaigrette sympathique. Et donc, en ouvrant la science objective de façon à inclure le subjectif comme étant quelque chose de digne d'intérêt et de foi, à partir de là, peut-être qu'on arrivera à de meilleurs entendements de notre propre nature. Moléculaire des plantes en hallucinant. Mais force était de constater que différentes personnes me disaient la même chose à différents moments. Ils étaient tous d'accord. Et c'était factuel. Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. Et lorsqu'on parle aux Indiens et qu'on leur demande comment est-ce que vous savez ce que vous savez sur les plantes, ils disent ce sont les plantes elles-mêmes qui nous ont appris. Et c'est en prenant du tabac ou de l'ayahuasca ou d'autres plantes qui font voir qu'on parle avec les esprits de la nature qui sont présents dans toutes les formes de vie et qui nous donnent l'information concernant les plantes. Alors, au début, je pensais que c'était carrément une plaisanterie parce que ce que ces gens disaient était que ils avaient appris les propriétés. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne